Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette séance qui va se dérouler comme suit. On va essayer un peu de travailler le support Word qui vous a été envoyé et qui concerne le calcul des autorisations de crédit de fonctionnement. Alors je demande à tous les étudiants d'avoir ce document et on va suivre donc point par point pour essayer un peu de simplifier les applications qui sont prévues dans ce support. Alors pourquoi on va aborder la question de l'autorisation, le calcul des autorisations? C'est tout simplement le banquier est appelé donc à mettre en place en faveur de son client des autorisations de crédit adaptées aux besoins du client. Car une autorisation de crédit supérieure aux besoins du client entraîne un gaspillage de ressources parce que le client va disposer de beaucoup d'argent. Il risque donc de ne pas être très regardant sur les dépenses et se retrouver avec donc une dette très surdimensionnée, ce qui va poser le problème donc de solvabilité, de remboursement, etc. Et à l'inverse, une autorisation inférieure aux besoins du client donc risque de bloquer le client par manque de ressources. Donc l'idéal serait de diagnostiquer exactement le besoin du client et mettre en place une autorisation à la dimension du besoin. Alors on va prendre quelques exemples de facilité de crédit. On ne peut pas être très exhaustif pour contrainte de temps. On va prendre les facilités les plus courantes, les plus utilisées au Maroc. Alors on va commencer par le découvert de caisse. Le découvert de caisse, je rappelle, c'est une autorisation donnée aux entreprises pour leur permettre de faire face au paiement, au décaissement, dans l'attente donc de recettes. Donc c'est comme un joint, c'est comme un raccord qui permet de rapprocher les décaissements qui interviennent aujourd'hui avec les encaissements qui vont intervenir dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, etc. C'est des dépannages de trésorerie. Bon, la majorité des banques utilisent des normes, c'est-à-dire une proportion forfaitaire par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel. Pourquoi on prend en considération le chiffre d'affaires? Parce que il y a une corrélation entre les besoins et le chiffre d'affaires. Plus on vise à réaliser un chiffre d'affaires très important, plus on doit disposer de ressources, de cash pour faire face donc aux charges pour donc tendre vers ce chiffre d'affaires. Et donc beaucoup de banques donc retiennent une norme de 10% du chiffre d'affaires. Par exemple, une entreprise qui prévoit un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams aura besoin, donc selon cette norme-là, de 1 million de dirhams de découvert de caisse qui va lui permettre donc de circuler ou de fonctionner normalement sans se trouver dans des situations de blocage. La deuxième facilité qu'on va voir, l'escompte commercial. Alors qu'est-ce que l'escompte commercial? C'est tout simplement une mobilisation d'un effet de commerce par la banque. C'est-à-dire que le client qui dispose d'une lettre de change normalisée, par exemple à 60 jours, il a besoin d'argent immédiatement, par exemple aujourd'hui, donc va remettre cette lettre de change à sa banque qui en retour, après accord bien sûr, va lui escompter, c'est-à-dire lui donner une avance qui peut aller jusqu'à 100% du montant de cette traite. Alors, comment évaluer le besoin en escompte commercial? Alors, dans le cours, on a envisagé 3 hypothèses qui sont les plus plausibles, les plus courantes. Première hypothèse, c'est que l'entreprise compte réaliser un chiffre d'affaires régulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saisonnalité, il n'y a pas de haute saison, basse saison sur l'année, mais c'est-à-dire qu'il a une activité qui est sur une distribution régulière sur l'année. Par exemple, chaque mois, ils vend la même chose et qu'il accorde à sa clientèle un seul délai, par exemple 2 mois, 60 jours. Alors, dans ce cas-là, la facilité d'escompte, elle est facile. Donc, vous allez multiplier le chiffre d'affaires par le délai moyen, qui est de 60 jours, divisé par l'année commerciale, et ça va vous donner à peu près 16 666 667 dirhams, qu'on arrondit généralement à 16 millions,6 ou 16 millions,7, c'est-à-dire 16 700 000 dirhams.
Parce que les autorisations de crédit à la banque ne vont pas jusqu'à ces précisions de chiffres. On arrondit généralement par excès ou par défaut en milliers de dirhams. Deuxième hypothèse, c'est que le chiffre d'affaires est toujours régulier, toujours constant, mais que le client accorde plusieurs délais en fonction donc de ses clients. C'est-à-dire il y a un client qui doit payer cash, il y a un client qui va payer à 30 jours, il y a un autre qui va payer à 60 jours, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On va prendre ce qu'on appelle le délai moyen pondéré. Alors, dans l'exemple que nous avons, par exemple, il dit 10% au comptant, 10% 30 jours et 20% 60 jours. Et enfin 30% à 80 jours. Donc si vous additionnez les pourcentages, vous allez trouver les 100%. Alors les 10% au comptant, ça veut dire 0 jour. On accorde 0 délai. Donc 10% fois 0 égale 0. Plus les 10%, les secondes 10% fois 30 jours, ça fait 3 jours. Plus 20% fois 6 jours, 60 jours, ça fait 12 jours. Et enfin, plus 30% fois 80 jours, ça fait 24 jours. Le total, c'est 39 jours. Le délai moyen pondéré. Je reviens, je prends le chiffre d'affaires prévisionnel qui est 100 millions de dirhams, fois les 39 jours trouvés sur l'année commerciale 360, ça me donne 10 833 833 dirhams. On peut dire que c'est 10 800 000 dirhams à peu près. Enfin, la dernière situation, c'est que le chiffre d'affaires maintenant, il est irrégulier. C'est-à-dire, on ne vend pas la même quantité, la même valeur, ne traite pas la même valeur sur tous les mois de l'année. On parle toujours du prévisionnel parce qu'on va mettre en place une autorisation pour l'année qui rentre, pas l'année qui est passée. Une entreprise qui prévoit un chiffre d'affaires irrégulier, c'est-à-dire qui suit une distribution irrégulière sur l'année et pratique un seul délai de paiement, c'est-à-dire 60 jours. Alors dans ce cas-là, on est amené donc à confectionner un tableau Excel qui a pour configuration 12 lignes sur 12 colonnes et qui va nous donner donc l'évolution des encours d'escompte. Alors, je prends par exemple l'exemple de janvier. L'entreprise prévoit une créance de 100 qui va être payée 2 mois plus tard, c'est-à-dire courant du mois de mars. Alors, s'il présente les faits à l'escompte durant le mois de janvier, quel que soit le jour de janvier, ça commence du 1er au 31, mettons le 5 janvier. S'il a vendu une marchandise le 5 janvier et qu'il ramène un effet de commerce à escompte auprès de sa banque le même jour, c'est-à-dire le 5 janvier, cet effet est censé être payé le 5 mars, c'est-à-dire 60 jours plus tard. Ok? Alors, s'il escompte l'effet le 5 janvier, l'escompte va apparaître dans ce tableau durant tout le mois de janvier, tout le mois de février. Donc vous avez les 100 qui restent encore 100, mais durant le mois de mars, à la fin du mois de mars, il va être payé. C'est la lettre P. Je rappelle que ce tableau est établi à la fin du mois. C'est-à-dire que on prend une seule date et on va voir la situation du client à ce jour-là. Imaginez, ce sera le 31 janvier, le 28 février, le 31 mars, etc. Par exemple, ici la troisième colonne de mars, ça suppose que c'est le 31 mars. Le 31 mars, l'escompte est censé avoir été payé. Et donc, quand il est payé, il disparaît de la fiche du client. Ok? Et il est remplacé par P. Donc, l'espace est libre ici au niveau de l'escompte. Les ventes de février, 200. La même chose, elles vont être payées courant mois d'avril, c'est-à-dire 60 jours après, jour pour jour. Alors vous aurez les 200 qui vont figurer durant le mois d'escompte qui est de février, quel que soit le jour. Ils vont figurer aussi durant tout le mois de mars, 200, mais ils vont disparaître à la fin du mois d'avril. Et ainsi de suite, pour tous les mois, vous avez par exemple mars 300P, avril 400P, etc., etc., jusqu'à la fin. Après, on descend en bas du tableau et on fait les totaux par colonne. Le total en cours escompte du mois de janvier, vous allez retrouver 100 dans la dernière ligne du tableau. Mois de février, vous allez additionner les deux encours, l'encours de janvier et l'encours de février. Vous avez 100 plus 200, ça fait 300. Le mois de mars, la première opération d'escompte donc a été payée, il disparaît, c'est le P. Et il est remplacé par les 200 de février et les 300 du mars.
Donc vous avez un total de 500 et ainsi de suite. Vous allez jusqu'à la fin du mois de décembre. Vous allez trouver 2300. Alors, si on se limite à l'année en cours, c'est-à-dire de janvier à décembre. Donc le maximum d'encours c'est 2300. Mais si on prend une année de jour pour jour, c'est-à-dire on va de janvier jusqu'à janvier de l'année suivante, ça fera 12 mois. Et là, on va trouver un autre chiffre qui est coloré en jaune, vous pouvez le remarquer, c'est 2500. Ça veut dire que ce client-là aura besoin d'une autorisation d'escompte de 2 500 000 dirhams pour couvrir donc les besoins en trésorerie nés donc des crédits qu'il accorde à ses clients. Alors, je passe à la troisième facilité, qui est un peu plus compliquée que les précédentes, qui nécessite bien entendu une attention particulière de votre part, en tant qu'étudiant. Alors, un marché public, c'est quoi? C'est tout simplement un contrat qui est signé ou qui est passé entre l'administration, qui est généralement appelé maître d'ouvrage, et une entreprise partenaire qui va réaliser ce marché. Il y a un daïr qui précise toutes les conditions d'appel d'offres, de réalisation, de réception, de règlement du marché, etc. Donc ça dépasse le cadre donc de ce cours-là. Généralement, les marchés publics, ils sont fractionnés en tranches, plusieurs tranches. Pourquoi? Parce que de par leur taille, si on oblige une entreprise de réaliser la totalité du marché public avant d'être payée, donc presque aucune entreprise ne sera capable de mener à bien les marchés publics. Donc, l'administration est consciente de cette contrainte et elle a l'habitude de fractionner un contrat en plusieurs tranches, 2 tranches, 3 tranches, 4, 5, en fonction de la durée d'exécution des travaux. Et donc, chaque tranche, il a un montant. Et donc, chaque fois que l'entreprise termine une tranche, il est payé sur cette tranche, puis il attaque la deuxième, jusqu'à la troisième, jusqu'à la dernière. Bon, le problème c'est que lorsqu'on s'engage sur un marché public, on vise bien sûr de réaliser un gros chiffre d'affaires, c'est naturel. Mais ça nécessite de l'entreprise un engagement financier qui est parfois très très lourd et qui dépasse ses moyens. Donc, pour s'engager sur un marché public, il faut que l'entreprise soit sûre de l'engagement solidaire d'une banque avec elle ou de 2 banques qui vont être patientes, qui vont l'aider, qui vont la soutenir durant donc ce périple. Et justement, les banques, ils accordent à ce niveau-là ce qu'on appelle les avances sur marché public ou les avances sur les attestations de droits constatés. Alors, on va prendre un exemple sans approfondir un peu la théorie, donc on n'a pas le temps. Donc l'exemple, donc il va nous montrer exactement la fonctionnalité donc de ce marché public. D'abord, l'entreprise qui vient de décrocher un marché public, elle commence par établir ce qu'on appelle un budget. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget du marché, c'est pas le budget de trésorerie que vous connaissez. Donc pour chaque, par exemple, une entreprise qui est engagée avec 2 ministères, par exemple le ministère de l'enseignement supérieur pour construire une école ou le ministère de la santé pour construire un dispensaire, il va établir 2 budgets, l'un pour l'école, l'autre pour le dispensaire, etc. Alors qu'est-ce qu'un budget de marché? C'est tout simplement un état prévisionnel, mensuel, qui va nous donner les entrées et les sorties d'argent, tout simplement. C'est-à-dire les encaissements, les décaissements, les soldes et les soldes cumulés. Durant la durée du marché, si le marché a une durée de 6 mois, on aura un budget de 6 mois. Si le marché a une durée de 1 année, le budget aura 1 année, une durée d'1 année. Si le marché a une durée de 3 ans, on aura un budget sur 3 ans. Voilà. Alors, je prends l'exemple qu'on va lire ensemble. Alors, pour quantifier le besoin du client, le banquier exigera un budget de marché. Donc, c'est rappelé là, c'est un état prévisionnel faisant ressortir les encaissements et décaissements au titre du marché sur sa durée d'exécution. C'est ce que je viens de dire. Alors, exemple, soit un marché portant sur 40 millions de dirhams réalisable en 12 mois à partir de janvier et réparti en 4 tranches trimestrielles. Là, on a choisi les trimestres pour simplifier. La banque octroie, c'est-à-dire accorde à l'entreprise une avance sur travaux réalisés immédiatement après livraison de chaque tranche et sur production des attestations de droits constatés délivrées par le maître d'ouvrage.
Qu'est-ce que ça veut dire ici? Dans le cas que nous avions choisi ici, ça veut dire que la banque ne va pas vous donner une avance lorsque vous êtes titulaire d'un marché. Il attend à ce que vous terminiez la première tranche. Ça veut dire que généralement, l'entreprise doit disposer d'un autofinancement ou d'un excédent de cash qui lui permet au moins de réaliser la première tranche, et à ce moment-là que la banque va lui donner une avance qui va permettre à l'entreprise de s'attaquer à la deuxième tranche et ainsi de suite. Alors, le règlement de chaque tranche s'effectue à 30 jours après sa livraison. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'énoncé? Le marché est réalisable en 4 tranches trimestrielles. Alors, si on démarre le marché le 1er janvier, par exemple, la première tranche va se terminer plus ou moins fin mars, la deuxième fin juin, la troisième fin septembre et la quatrième fin décembre, plus ou moins, à quelques jours près. Ok? Alors, le règlement de chaque tranche s'effectue à 30 jours après sa livraison. Qu'est-ce que ça veut dire? La livraison. Ça veut dire que quand l'entreprise réalise la première tranche le 31 mars, il va livrer cette tranche à l'administration, c'est-à-dire livrer. Il va appeler le responsable de l'administration qui vient constater que la première tranche a été réglée dans les règles de l'art. Et donc, le représentant de l'administration, qui est généralement l'ingénieur, va établir une attestation qui dit que, à ce jour-là, nous avons constaté que l'entreprise adjudicatrice a bien réalisé la première tranche qui se fixe à tel million de dirhams. Ok, donc, le règlement de chaque tranche s'effectue 30 jours après sa livraison. Donc, quand ce représentant d'administration constate que la tranche a été livrée, ça veut dire que le règlement va s'effectuer 30 jours après, c'est-à-dire fin avril, plus ou moins. Donc, on a livré la première tranche le 31 mars, on va être payé le 30 avril. Je disais que l'administration va délivrer une attestation de droit constaté sur la tranche livrée une semaine après la livraison. C'est-à-dire la première tranche qui a été finalisée le 31 mars, l'administration va délivrer à notre client un certificat, une attestation qui prouve qu'il a réalisé la première tranche, c'est-à-dire une semaine après, c'est-à-dire vers le 7 avril par exemple. Bien entendu, le client va ramener cette attestation à la banque pour lui demander une avance, un dépannage. La banque va immédiatement lui accorder pas la totalité du montant précisé sur l'attestation, mais uniquement 70%. Généralement, les banques peuvent aller jusqu'à 80%. Là, on a pris l'exemple de 70%. Les 30%, on les laisse pour amortir un peu les frais financiers qui vont être générés, les retards de paiement, etc. C'est des clauses de sécurité. Donc, la banque, supposons, va lui accorder 70% de ce montant le jour même, c'est-à-dire vers le 7 avril, par exemple. On suppose aussi que la répartition des charges par rapport au chiffre d'affaires est la suivante. On a retenu un taux de marge de 30%, ça veut dire que 70% du chiffre d'affaires va vers les charges. Alors parmi ces charges-là, il y a 50% à titre d'achat, c'est les achats des matières premières, les approvisionnements, etc. 25% va couvrir les charges externes, tout ce qui concerne donc le consommable, les déplacements, les loyers, etc. 15% va vers les charges de personnel et les cotisations. Et enfin, 10% vers les frais financiers, c'est-à-dire un peu le service de la dette. On suppose également que les dépenses se répartissent de manière constante, ça c'est pour simplifier l'exemple, mais ce n'est pas tout à fait la réalité, sur la durée d'exécution du marché. Ça veut dire que chaque mois, on va réaliser le 1/12 donc, du contrat. Alors, et compte tenu d'un taux de marge de 30% que je viens de signaler plus haut, il est aisé d'en déduire donc la clé des charges par mois. Alors, comme nous avions dit que les charges totales représentent 70% du chiffre d'affaires, ça veut dire que 70% des 40 millions de dirhams, ça fait 28 millions de dirhams. Ces 28 millions de dirhams, on va les décomposer en rubriques de charges, en retenant les mêmes pourcentages qui signalés dans le même paragraphe. Je prends par exemple les achats, représentent 50% des 28 millions de dirhams, ça veut dire c'est 14 millions de dirhams que je vais diviser sur 12 mois.
C'est la durée d'exécution du marché. Donc, c'est comme si je dois acheter l'équivalent de 1,16 million chaque mois. La même chose pour les autres rubriques de charges. Les achats externes représentent 25% des 28 millions, ça fait 7 millions. Je diviserai par 12 mois, ça me donne donc 0,58 000. Les charges de personnes, la même chose, ça va me donner 0,35. Et enfin, les frais financiers, c'est 0,23. Alors, les charges, toutes ces charges-là, je vais les mettre dans un tableau Excel et qui va me donner donc la distribution des charges. Donc maintenant, vous allez prendre le document Excel pour qu'on suive un peu le corrigé. Je l'ai mis sur le fichier Excel parce que c'est les plus expressif et plus clair à expliquer. Alors, le tableau, vous allez voir, il est établi par mois. Vous avez janvier, février, mars, avril, etc. jusqu'à même février de l'année suivante. Alors, je vais commencer par la première rubrique. Alors, vous avez la première colonne à gauche du tableau, vous avez donc les intitulés de rubrique. Vous avez le premier intitulé, c'est le report, c'est-à-dire c'est le report de solde. Vous avez grand 1, les encaissements, tout ce qui concerne recettes, entrée d'argent. Alors, dans ces encaissements, j'ai distingué les avances de la banque, parce que quand la banque nous donne une avance, c'est de l'argent qu'on encaisse, ok? Et vous avez le règlement de la tranche par l'administration. Ensuite, vous avez en rouge les deux décaissements, les sorties d'argent qui sont décomposées en achats, charges externes, charges de personnel, charges financières et remboursement d'avances. Parce que les avances que nous donne la banque, on est obligé de les rembourser dès qu'on reçoit un règlement de l'administration. Ok? Et après, vous avez le solde du mois et le solde cumulé en bas. Le solde cumulé qui est reporté, qui devient le report du mois suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du tableau. Alors, on va prendre janvier. Alors, janvier, je vais commencer par les charges, bien sûr. Ok? Alors, qu'est-ce que j'aurai comme charge? J'aurai 1,17 des achats, 0,58 charges externes, 0,35 charges de personnel et 0,23 charges financières. Si je totalise tout ça, je vais trouver 2,33. 2,33. Ok? Voilà. 2,33, c'est moins bien sûr, mais déjà quand je mets décaissement, je garde le signe positif, ok? Alors c'est moins 2,33, mais j'ai zéro encaissement en bleu durant le mois de janvier. Donc j'aurai un solde du mois en bas négatif de moins 2,33, parce que c'est 0 moins 2,33. La dernière ligne du tableau, c'est le solde cumulé qui est toujours moins 2,33 qui remonte pour le mois de février qui devient moins 2,33 solde initial. La même chose, durant le mois de février, je ne fais que payer et décaisser en tant qu'entreprise. Il faut que je termine la première tranche, je le rappelle. Là, les mêmes, c'est le constant. J'aurai encore le solde du mois de 33. Plus le solde initial, ça me donne solde cumulé février, moins 4,66, qui remonte, qui devient le solde initial du mois de mars, moins 4,66. J'ai toujours les mêmes charges. Voilà. Donc, 2,33, la même chose pour le mois de mars, moins 2,33, j'ai le solde qui devient moins 6,99. On passe au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a la première avance accordée par la banque qui est le 7. D'où vient le 7? C'est tout simplement le montant du marché, c'est 40 millions. Divisé par 4 tranches, ça fait 10 millions par tranche. L'avance de la banque qui se monte à 70% de chaque tranche, ça fait 7. 70% de 10 millions, ça fait 7 millions. Donc la banque ici accorde 7 millions qui va être inscrite au niveau donc de l'avance du mois d'avril, ça fait 7. Les mêmes charges sont constatées, c'est toujours 2,33 en rouge. Par contre, le solde du mois d'avril devient 4,67 plus
Ça veut dire qu'on a encaissé une avance de 7, qu'on a décaissé 2,33 de charge totale, et donc ça nous donne un solde positif du mois de 4,67. Par contre, le solde cumulé, il est toujours négatif parce que on va compenser les 4,67 plus avec les moins 6,99 de solde initial. Ça va me laisser un solde cumulé de moins 2,32 et qui va remonter au mois de juin. Pardon, au mois de mai. Au mois de mai, exactement. Alors, mois de mai, qu'est-ce que j'aurai? Les charges vont changer. Enfin, elles vont changer, elles vont augmenter du remboursement de l'avance de 7. Pourquoi? Parce que durant le mois de mars, je vais recevoir un virement de l'administration. Vous vous rappelez, on avait dit que l'administration va régler chaque tranche 40 jours après sa livraison. On a livré la première tranche le 31 mars. Si on compte 40 jours à partir du 31 mars, on va tomber dans le mois de mai. Donc j'aurai règlement de tranche 10 dans les encaissements. Et là, la banque va bien sûr déduire son avance parce que c'est elle qui va recevoir le virement de 10 millions de dirhams. Donc elle va se faire rembourser rapidement de 7 et me laisser le reliquat. Donc j'aurai le remboursement de 7 de l'avance qui m'a été encore accordée le mois précédent en avril. Et donc les charges totales, les décaissements totaux, ça sera 9,33. C'est les 2,33 habituels plus les 7. Alors, le solde du mois, c'est 10 que je viens de recevoir de la banque comme virement de l'administration, moins les 9,33 que j'ai décaissé durant le mois de mai, et ça me laisse un solde positif du mois de 0,67. Avec lequel je vais cumuler avec le solde initial qui était moins de 32 et ça va me laisser un solde cumulé de moins 1,65 qui va remonter au mois de juin. Mois de juin, qu'est-ce que j'aurai encore? J'aurai les mêmes charges de 32 parce qu'il n'y a ni avance ni paiement durant le mois de juin ni le mois de juillet. Ok? Alors, durant le mois de juin, j'aurai les mêmes charges de 2,33, exactement. Alors, je mets à jour donc le fichier Excel. Donc, j'aurai le solde, je n'ai rien reçu en encaissement durant le mois de juin. J'ai décaissé 2,33. Donc, le solde du mois est négatif de 2,33. Augmenté du solde initial du mois de juin qui était de moins 1,65. Donc, ça me donne moins 3,98 qui devient le report de juillet. Or, durant le mois de juillet, je vais recevoir une avance de la banque de 7 relatif à la tranche qui vient d'être livrée en fin juin, le 30 juin. Donc, j'aurai les 7. Donc, 7 d'encaissement, toujours les mêmes décaissements qui sont standards, 2,33. Ça me donne un solde du mois de juillet de 0,67 plus. Et un solde cumulé de 0,69 plus toujours, parce que j'avais moins 3,98 solde initial en juillet. Donc j'aurai un solde du mois de l'ordre donc du mois de juillet de l'ordre de 4,67. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une avance de la banque de 7. J'ai fait face à des décaissements mensuels standards constants de 2,33. Ça me donne un solde positif de 4,67. Que je compense avec le solde initial de juillet qui était moins 3,98 en haut du tableau et ça me laisse un solde cumulé de plus de 0,67 qui devient le solde initial du mois d'août. Alors, durant le mois d'août, je vais recevoir un règlement de l'administration de 10 sur la deuxième tranche qui a été livrée au 30 juin. Donc, j'aurai les 10. La banque, bien sûr, va saisir l'occasion pour se faire rembourser de l'avance du mois de juillet, soit 7. Donc j'aurai total décaissement de 9,33 qui représente les charges constantes de 2,33 plus le remboursement de 7. Donc le solde du mois serait de 10 qui représente le virement reçu de l'administration durant le mois d'août, moins les 9,33 de total décaissement, ça me laisse un solde de 0,67 plus compensé avec le solde initial de 0,69, ça me laisse un solde cumulé de 1,36 plus qui remonte
comme solde initial du mois de septembre, 1,36. Alors, durant le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'aurai des charges à payer de 2,33 sur le mois. OK? Le solde du mois serait de moins 2,33. Compensé avec 1,36 du solde initial, ça me laisse donc un solde cumulé fin septembre de moins 0,97 qui devient le solde initial du mois d'octobre. Durant le mois d'octobre, je vais recevoir une avance de la banque de 7. Les charges sont toujours de 2,33 en octobre. Ça me donne un solde du mois d'octobre de 4,67 compensé avec le solde initial négatif de 0,97. Ça me donne un solde cumulé du mois d'octobre de 3,70. Donc on se retrouve durant le mois de décembre avec un solde initial de 4,37, des charges du mois de 2,33 et un solde cumulé de 2,04 qui devient le solde initial du mois de janvier de l'année suivante, 2,04. À ce moment-là, on n'a plus de charges, on a déjà terminé donc le marché, on attend le virement qui doit donc atterrir 40 jours après, c'est-à-dire 40 jours après le mois de décembre, c'est-à-dire courant du mois de février qui est de 10. On attend donc le règlement de dernière tranche. Alors, à ce moment-là, on ne va plus demander une avance à la banque de 7. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus besoin. Ok? Donc, il n'y a plus d'avance durant le mois de janvier. Et donc, le solde initial qui est 2,04 devient le solde cumulé 2,04 qui remonte durant le mois de février 2,04. On reçoit le virement de l'état de 10, ajouté au solde initial, ça nous donne un total de 12,04. Alors, pour vérifier est-ce que ce montant est juste, vous allez donc additionner l'ensemble des recettes qu'on a reçues depuis le début du tableau et l'ensemble des décaissements qu'on a effectués. Il faut trouver donc 12,04. Bon, comment vous allez faire autrement? Combien on a reçu? On a reçu 40 millions, c'est-à-dire 4 fois 10, il y a 4 fois les virements reçus de 10 dans les règlements de tranche. On a reçu 3 avances de 7. Donc vous voyez donc la case bleue. Alors vous avez 3 fois 7, ça fait 21. 4 fois 10, ça fait 40. Donc 21 plus 40, ça fait 61. Donc total recette qu'a reçu l'entreprise entre les virements de l'administration et les avances de la banque, c'est 61. Combien il a payé comme charge et remboursement, etc. C'est ce qu'il y a en rouge. On a payé sur 12 mois 2,33 par mois, plus les remboursements des 3 tranches de 7. Donc vous allez mettre 2,33 fois 12, plus, entre parenthèses, 7 fois 3, et le montant que vous allez trouver, c'est le total charge. Si vous le déduisez du montant de 61 millions, vous allez trouver les 12,04 qui figurent dans la case en jaune. Voilà, donc s'il y a des questions, donc vous les posez, et donc on essaiera un peu donc de simplifier un peu cet exemple. Je pourrais vous donner un exercice à faire qui est semblable à celui-ci, après donc la simulation bien sûr de cet exemple.